Bonjour à tous et bienvenue dans ce décryptage. Aujourd'hui, on s'attaque à une narration absolument massive, avec des intrigues qui s'entrecroisent à travers un continent entier en pleine tourmente. L'heure est grave, les tensions sont littéralement à leur comble, et croyez-moi, les événements qui se dessinent sont en train de rebattre toutes les cartes de ce monde. C'est le moment idéal pour se poser, reprendre nos sources et vraiment comprendre ce qui se trame en coulisses. Allez, c'est parti. La grande question qu'on doit se poser d'emblée, c'est: que se passe-t-il quand les rois tombent et que les forces obscures s'élèvent? Eh bien, c'est très exactement le mur que se prend ce monde en plein visage en ce moment. D'un côté, on a une survie brutale, vous savez, celle qui se joue dans la boue et dans le sang, et de l'autre, on a ces immenses manœuvres politiques, ultra complexes, dans des cités d'une beauté immaculée. Et ce qui est fascinant, c'est que ces deux extrêmes sont reliés par une seule et même chose, une escalade constante du danger. Pour y voir plus clair, on va diviser tout ça en trois grands piliers. D'abord, la survie dans les terres sauvages. Ensuite, on fera un saut du côté du grand bouleversement politique à Numénor. Et pour finir, on parlera du prix, du véritable prix du Mithril. On attaque tout de suite avec notre première partie, la survie dans les terres sauvages et cette fameuse route désespérée vers Pelargir. Alors là, accrochez-vous parce que le rythme des événements est tout simplement effréné. On commence à l'heure zéro, juste après cette éruption cataclysmique de la montagne du destin. À ce stade, tout le monde pense qu'Isildur est mort, c'est fini. Mais, dès le jour 1, coup de théâtre, son fidèle cheval Bérec le retrouve en vie et le tire carrément d'un nid d'araignée géante. À partir de là, c'est une fuite en avant permanente. Sur la route qui mène à l'ancienne colonie de Pelargir, il tombe sur une jeune femme, Estride. Sauf que le répit y dure quoi, 2 minutes? Des hommes sauvages débarquent, ils l'attaquent et volent Bérec. Heureusement, l'elfe Arondir intervient de nulle part pour le sauver. Mais le vrai chaos arrive à la nuit tombée, quand Théo et ces mêmes hommes sauvages se font mystérieusement capturer. Mais revenons un instant sur cette Estride, la nouvelle compagne de roue d'Isildur, parce qu'elle cache un lourd secret. Elle porte la marque d'Adar. C'est un symbole d'allégeance, plutôt très sombre, qu'elle s'efforce évidemment de dissimuler à Isildur. Et le fait d'avoir cette marque invisible, soigneusement cachée, ça injecte tout de suite une sacrée dose de paranoïa et de suspicion. Là, on comprend que la lutte ne concerne plus seulement les éléments extérieurs ou les monstres, mais qu'une trahison de l'intérieur est totalement possible. Et au milieu de tout ce désespoir ambiant, on observe comment la psychologie de chacun se fissure complètement. Prenez Arondir, par exemple. Ce guerrier elfe est plongé dans un deuil profond, presque silencieux, après la perte tragique de Bronwyn. Et ça contraste d'une manière assez brutale avec la réaction de Théo, le propre fils de Bronwyn. Lui, il gère ça différemment. Il rejette tout réconfort, il devient agressif, sa douleur se transforme carrément en imprudence totale, au point qu'il se lance tête baissée dans une mission super dangereuse juste pour récupérer Bérec. Et c'est exactement cette imprudence qui nous amène au point de rupture. Pendant qu'il essaie de voler le cheval, Théo, ainsi que tous les hommes sauvages, s'évaporent purement et simplement dans la nuit. La grande question c'est, qu'est-ce qui rôde dans cette obscurité ? Quelle force est assez puissante pour happer un groupe entier, comme ça, sans laisser la moindre trace? Le mystère reste entier. Bon, on laisse les terres sauvages de côté un instant pour aborder notre deuxième grande partie. On change complètement de décor. Direction le grand bouleversement politique à Numénor. Un royaume littéralement divisé par des signes. Alors l'élément déclencheur de toute cette instabilité, il est tragique mais très clair. Le roi Tar-Palantir est mort. Et qui dit trône vacant, dit forcément vide de pouvoir. C'est mécanique. Du coup, tout le royaume retient son souffle en attendant le couronnement de la reine régente, Myriel. Il faut bien avoir en tête que c'est toujours une période de vulnérabilité maximale pour n'importe quelle nation. Et vous vous en doutez, la transition ne se passe pas en douceur. Ce qui devait être une cérémonie ultra solennelle dégénère rapidement en chaos absolu. En plein milieu du couronnement, Éarienne, qui n'est autre que la sœur d'Isildur, balance un secret absolument choquant sur Myriel. L'indignation dans la foule est instantanée. Mais attendez, ce n'est pas tout. Pile à ce moment précis, un majestueux grand aigle fait une apparition totalement inattendue. Et c'est là que l'opportunisme politique entre en scène. Le seigneur Belzagar saisit la balle au bond et exploite l'arrivée de cet aigle pour faire avancer l'agenda de Pharazôn. Bref, le couronnement vole complètement en éclats. Mais posons-nous 2 secondes sur le cœur même de ce scandale révélé par Éarien, le fameux Palantir. De quoi s'agit-il? Eh bien, c'est une pierre de vision, et, le détail qui fâche, c'est qu'elle est d'origine elfique. Or, on a affaire à une population profondément anti-elfique à Numénor. Alors, apprendre que Myriel s'appuyait en secret sur cet artefact pour prendre ses décisions, pour le peuple, c'est perçu comme une véritable trahison. C'est l'étincelle parfaite pour allumer le feu de la révolte.
Ce à quoi on assiste ici, c'est à une véritable guerre des symboles. Ni plus ni moins. Regardez bien. D'un côté, on a le camp de Myriel, qui se retrouve entaché par cet objet caché, cette pierre de vision elfique qui cristallise la colère du public. Et de l'autre côté, on a le camp de Pharazôn. Poussé par Belzagar, ce camp va s'approprier un symbole majestueux, naturel, incontestable, le grand aigle. Et ils vont l'emballer de manière très habile pour faire croire que c'est un présage divin qui légitime Pharazôn. On a donc deux factions qui s'affrontent, en utilisant des symboles radicalement opposés pour revendiquer la même chose, le pouvoir suprême. Ce qui nous amène tout naturellement à notre troisième et dernière partie, le prix du mithril, ou comment forger un pouvoir capable d'altérer le monde entier. Ici, le cœur du conflit repose sur une requête d'une ampleur sans précédent. Celebrimbor et Anatar se présentent aux nains avec une exigence très claire. Ils veulent plus de mithril pour forger encore plus d'anneaux de pouvoir. L'ambition derrière ça est juste folle, parce que le mithril, ce n'est pas un simple bout de métal. C'est un minerai d'une rareté absolue, doté d'une puissance incalculable. Venir demander d'en extraire encore plus, on n'est pas sur un petit accord commercial de routine. C'est littéralement jouer avec les forces fondamentales de l'univers. Et forcément, une telle demande provoque une fracture immédiate chez les nains, une fracture à la fois idéologique et générationnelle. Jetez un œil à ce contraste. D'un côté, on a le roi du Rhin 3, le père, qui choisit de faire confiance à l'offre d'Anatar et accepte de fournir ce fameux mithril. Et de l'autre, son propre fils, le prince du Rang 4. Lui, il nourrit une méfiance viscérale envers les motivations d'Anatar et s'oppose farouchement à tout cet accord. Le fossé entre le père et le fils est désormais total. La décision finale a un poids immense sur la suite de l'histoire. C'est le roi qui tranche et qui l'emporte, balayant d'un revers de main les avertissements de son héritier. En fait, l'attrait de cette transaction, et surtout du pouvoir immense qu'elle représente, s'avère beaucoup trop fort, bien plus fort que la voix de la prudence incarnée par le prince. Et ce choix, aussi lourd de conséquences soit-il, va lier irrémédiablement le destin de tout le peuple nain au projet pour le moins obscur de Celebrimbor et d'Anatar. Et on arrive déjà à la conclusion de ce décryptage, démêler les fils et observer la tempête qui gronde. Quand on prend un peu de recul, on réalise que l'escalade de la tension, elle est simultanée et elle est globale. C'est comme un immense puzzle qui se met en place. Dans les terres sauvages, qu'est-ce qui a bien pu enlever Théo et ce groupe d'hommes sauvages ? Anuménor, qui finira par véritablement diriger ce royaume fracturé par les manipulations politiques ? Et loin, très loin dans les profondeurs de la Terre, quelle est vraiment l'intention finale d'Anatar avec ses nouveaux anneaux ? Tous ces mystères, même s'ils sont éloignés sur la carte, convergent tous vers un bouleversement inévitable. À ce stade, la question n'est plus vraiment de savoir si le continent va basculer, mais plutôt de savoir qui survivra à la chute. Et croyez-moi, on a vraiment hâte de le découvrir.